Nous sommes en guerre. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Bonjour et bienvenue à tous mes amis français. Ici Samuel Grenier. Nous sommes lundi le 31 mars 2025 et ça me fait plaisir de vous faire un topo sur la présente campagne électorale fédérale qui a lieu parce que nous en sommes à 7 jours après son début. C'est la première semaine qui vient de se dérouler et puis on peut le dire, la gauche est en avance. La gauche représentée selon moi, par le Parti libéral du Canada, qui est un très, très vieux parti politique et qui a dirigé depuis les 3 derniers mandats. C'était la gauche, c'était le parti politique, le Parti libéral qui était au pouvoir. Et son chef a dû quitter, remplacé par une personne qu'on a nominée, donc on a nommé tout simplement Marc Carney. C'est l'amnésie générale ici au Canada. Les gens ont oublié que nous avons des problèmes avec le coût de la vie, que nous ne sommes pas capables de faire une épicerie qui a de l'allure, que tout a augmenté, le prix des denrées a explosé depuis les 5 dernières années. On parle d'augmentation de 20, 30, 35, 40 50 dans certains cas pour certains aliments. On a un problème d'accessibilité au logement. Maintenant, un appartement très, très, très ordinaire pour loger une famille. Son prix a explosé. Il manque de logement également parce que nous avons des problèmes au niveau de la construction, au niveau de l'offre, mais également parce que nous avons été, dans les dernières années, victimes d'une immigration massive non contrôlée. Une immigration qui a été concentrée dans certains secteurs du pays et qui a créé énormément de dommages à nos structures, qui a créé énormément de demandes également envers nos programmes, que ce soit en éducation, que ce soit en logement, que ce soit au niveau des aides du gouvernement, etc. Et on a aussi oublié pendant cette présente campagne que la dette a doublé depuis les dernières années. Depuis la période COVID, la dette a doublé parce que le gouvernement a eu recours à énormément d'argent pour payer les entreprises, payer les individus à rester chez eux, à rien faire. Et puis aux entreprises qui devaient fermer, on les a énormément subventionnées. Donc, la dette a carrément doublé. À l'heure actuelle, pendant que je vous parle, ma chronique va durer 20 minutes. Ben, dites-vous que notre dette ici au Canada, la dette nationale, la dette du gouvernement fédéral, augmente de 120 000 $ à la minute. Donc, pendant ma chronique, la dette du gouvernement aura augmenté de 2,4 millions de dollars. Donc, qui est Marc Carney, je vous en ai parlé à ma première chronique, mais c'est un mondialisme écolo radical qui n'a pas peur d'appauvrir une population entière pour obtenir le contrôle économique total. Lui, sa façon de penser, c'est de pouvoir contrôler les entreprises, de pouvoir contrôler l'investissement, de pouvoir contrôler la production pour favoriser les entreprises qui vont respecter certains critères au niveau de l'émission des GES, par exemple. Donc, c'est aussi l'architecte du programme de 100 millions de Canadiens d'ici 2100. Je vous rappelle que nous sommes 42 millions et d'ici l'année 2100, on a conseillé à notre premier ministre qui a quitté de mettre en branle un programme qui permettrait justement que notre population parte de 42 millions et s'en aille à 100 millions de Canadiens d'ici 2100. On sait que ce n'est pas les Canadiens qui enfantent le plus. Donc, pour avoir 100 millions de Canadiens d'ici 2100, il faut avoir recours à l'immigration de masse. Sa femme Diana, c'est qui?
la femme de Mark Carney, c'est une femme qui est une conseillère d'entreprise qui veulent transiter vers les zéro émissions de GES. Ce sont des ambassadeurs du Forum économique mondial. Ils veulent avoir beaucoup plus de politique environnementale radicale, grand acharnement de l'État, quitte à vivre une décroissance et une baisse, une perte de nos libertés individuelles. Donc, Mark Carney s'impose comme étant un homme avec une expérience intéressante, une expérience prouvée au niveau de la gouvernance des banques, au niveau des marchés monétaires. C'est un homme qui vise la conduite d'un pays en fonction d'un gouvernement mondial. C'est un mondialiste. C'est une personne qui n'est pas dans le détail, qui n'est pas dans la perception qu'un citoyen peut avoir de la politique, de ses politiciens. C'est un homme qui dirige pour les institutions, qui est au service des institutions. C'est un homme qui est au service des grandes orientations que les pays peuvent se donner lorsqu'ils se croisent, lorsqu'ils sont ensemble pour décider de l'avenue possible des citoyens du monde. Donc, ils n'auront pas de misère à recourir à l'augmentation des impôts. Ce ne sont pas des personnes qui vont être portées par l'exploitation, par exemple, de nos richesses comme le gaz naturel ou le pétrole ici au Canada. On rappelle également que Mark Carney n'a pas été élu. Il a été nommé. Bon, c'est sûr qu'à l'intérieur de son parti, il a été élu pour remplacer le chef actuel, mais il n'a pas été élu par la population, par les électeurs canadiens. Il n'y a aucune expérience en politique active, directe, mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'a jamais eu besoin de serrer la main de qui que ce soit pour être élu. Mais il y a une expérience en politique parce que c'était le plus proche conseiller, c'était dans les plus proches conseillers de notre gouvernement, du gouvernement de Justin Trudeau, celui qui a perdu énormément de popularité dernièrement. Donc, dernièrement, on sait que il y a des histoires qui sont sorties sur lui. À l'effet qu'il dirigeait une firme, Brookfield, pour ne pas la nommer, qui n'a pas payé d'impôts ici au Canada dans les 3 dernières années, qui est présente dans les paradis fiscaux, entre autres aux Bermudes, à la Barbade. Brookfield, c'est parmi les entreprises les plus importantes au Canada. Ça a plus de 1000 milliards d'actifs sous gestion. Ça a une capitalisation boursière de plus de 100 milliards. Lui, il en était le président du conseil d'administration jusqu'en janvier dernier. Cette entreprise-là était dans 3 domaines particuliers, l'immobilier, les services financiers et les énergies renouvelables. Ce n'est pas une entreprise qui a un beau dossier citoyen, corporatif. C'est une entreprise qui est tout ce qu'on peut dénoncer. C'est une entreprise qui est totalement à l'opposé de ce que les citoyens, les électeurs canadiens ont besoin. Dans sa branche immobilière, il a même été reconnu que Brookfield a agi avec fracas, en étant inhumaine, par des rénovations sauvages, entre autres à San Francisco. C'est une entreprise qui est là que pour le cash. Et c'est un homme qui va diriger que pour le cash, que pour ses ambitions, que pour son idéologie. On apprend également qu'il serait membre, il aurait participé au comité de direction de Bilderberg. Donc, ça, c'est ce petit réseau, ce petit groupe de 120 à 140 personnes qui se réunissent par des réunions secrètes qui discutent des enjeux mondiaux, entre autres comme l'intelligence artificielle, les guerres, qui créent des opinions. Ce petit groupe-là se réunit, ils n'ont même pas de procès-verbaux suite à ces réunions-là, tellement que tout est secret. Ce qu'ils font, c'est qu'ils discutent ensemble. C'est un groupe secret dont il faut se méfier.
On sait que dans les gens qui ont été connus et qui ont fait partie qui ont participé au moins une fois à ces conférences Bilderberg, on sait qu'il y a David Rockefeller, qui est un banquier, un philanthrope américain, qui est décédé en 2017, qui est l'un des fondateurs de la conférence. Tony Blair, qui est l'ancien premier ministre du Royaume-Uni, qui a participé avant et après son mandat. Angela Merkel, qui est ancienne chancelière allemande, qui a déjà été invitée. Christine Lagarde, présidente de la BCE, ex-directrice du Fonds mondial international, qui a déjà été invitée. Donc, c'est un homme qui est beaucoup, beaucoup là-dedans, tout ce qui est gouvernement mondial. Et c'est exactement ce qui s'oppose à l'autre parti politique, le parti de Pierre Poilievre, le Parti conservateur, qui est le parti le plus populaire pour assurer la dualité entre les deux forces qui se présentent pour gouverner le Canada. La femme de Mark Carney, c'est une experte en politique climatique. Donc, eux, ils croient toute cette fraude climatique à l'effet que l'homme serait responsable des changements climatiques, donc que son impact serait grandiose, donc, et puis que c'est au gouvernement d'assurer un certain contrôle sur ces entreprises qui produisent et qui émettent des GES. Donc, leur politique fait en sorte que ça coûte plus cher produire dans le pays parce qu'ils imposent des normes, parce qu'ils vont facturer, ils vont taxer le carbone. Ce sont des gens qui vont en profiter pour ramasser l'argent, le cash, parce que justement, ils vont se servir de critères frauduleux, comme lorsqu'on s'attaque aux entreprises sur la base de l'émission de leur GES. Son cercle professionnel à Diana, qui est la femme de Mark Carney, est très mondialiste également. Donc, il y a plusieurs entreprises qui sont scrutées présentement, plusieurs groupes de travail dans lesquels Diana s'est investie et qui sont douteux. Donc, on parle entre autres d'un groupe Eurasia, c'est-à-dire de 2017 à 2025, qui a obtenu des subventions importantes de la part du gouvernement jusqu'en février 2025. Là. Donc, pour un groupe de Ressources naturelles Canada, là, pour la recherche géopolitique avec son mari. Donc, du financement questionnable pour certains groupes dans lesquels fait partie Diana, la femme de Mark Carney. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que le Canada se cherche? Bien, le Canada se cherche un homme d'affaires pour contrer un autre homme d'affaires de l'autre bord de la frontière qui fait de la politique, et c'est Donald Trump. Donc, dans l'imaginaire des gens, dans le subconscient des gens, on a besoin ici au Canada d'un politicien qui va venir rassurer les gens. Parce qu'on leur a fait croire, on les a fait réaliser qu'il y avait une menace, et cette menace était Donald Trump. Donc, présentement, au Canada, ce qu'on s'affaire à faire, c'est de convaincre les gens que la meilleure personne pour contrer, pour affronter la menace, la soi-disant menace de l'autre côté de la frontière Donald Trump, bien, ce serait Mark Carney. Parce que c'est quelqu'un qui connaît la politique, même s'il n'était pas politicien élu. C'est quelqu'un qui connaît les banques, c'est quelqu'un qui connaît les marchés mondiaux, c'est quelqu'un de calme. Son image d'un bon père de famille fait en sorte que il y a beaucoup de personnes, entre autres les personnes plus âgées, qui vont se sentir rassurées d'avoir ce genre de politicien-là au pouvoir. Je vous montre une image.
c'est la répartition du vote en fonction des groupes d'âge. Ce qui m'amène à vous dire qu'il s'agit réellement d'une élection intergénérationnelle. En bleu, vous voyez les appuis pour le Parti conservateur du Canada. Donc, jusqu'à 59 ans, de 18 à 59 ans, on peut voir que le parti préféré de ces personnes est le Parti conservateur du Canada. Il y a un pivot, et à 60 ans et plus, on se rend bien compte que c'est le Parti libéral, donc le parti de Mark Carney, qui est le préféré de ces gens-là, pour une personne sur deux en tout cas. On sait tous que c'est le groupe qui vote le plus. Démographiquement également, c'est le groupe qui est surreprésenté au niveau de l'électorat. Ils sont beaucoup plus nombreux, toute proportion gardée, que les autres groupes d'âge. Ils se déplacent pour voter et leur vote est beaucoup plus une question de loyauté. Leur vote est déjà connu, c'est beaucoup plus, ça prend énormément d'énergie pour déplacer ce vote. Alors que le vote des 59 ans est moins, plus la personne est jeune, plus son vote pourrait être appelé à changer. Même le taux de participation, lorsqu'on regarde les graphiques des taux de participation, on se rend compte que plus tu es jeune, moins tu vas voter. Donc, ce qui m'amène à vous présenter un autre graphique, c'est celui du Canada avec chacune de ses provinces. Et là, on peut constater l'avancée du Parti libéral du Canada, le parti de gauche que je vous appelle. En bleu, plus centré à droite, plus droite centrée. Il y a d'autres partis qui existent, évidemment. Je vous parle de ces deux partis aujourd'hui parce qu'ils forment vraiment la dualité pour la prochaine élection. Donc, on peut voir la carte et puis là où c'est écrit ON pour Ontario, ON pour Ontario et QC pour Québec, ça représente les deux provinces les plus populeuses, les provinces qui sont surreprésentées, qui sont les plus représentées, c'est-à-dire à l'intérieur même de notre pays. Et puis, ces provinces, pour l'Ontario et pour le Québec, mais beaucoup plus pour l'Ontario, vit une situation particulière, c'est-à-dire que c'est la plus populeuse des provinces, c'est la plus industrialisée également, et elle dépend de ses relations avec les États-Unis. Entre 20 et 25 de son PIB s'en va aux États-Unis, et grâce à ses exportations avec les Américains. On le sait que présentement, Donald Trump est dur à suivre avec le Canada, veut imposer à compter du 2 avril prochain des tarifs douaniers sur plusieurs produits qui vont importer des Canadiens. Donc, l'Ontario est touché par ces menaces tarifaires. Le Québec également, dans une moindre mesure. Donc, la population ontarienne a besoin de se faire rassurer par un futur premier ministre, par un candidat au poste de premier ministre qui va justement être calme, qui va pouvoir affronter Donald Trump. Et lorsqu'on pose la question aux électeurs canadiens, qui serait la meilleure personne pour affronter Donald Trump, le nom de Mark Carney, donc du Parti libéral du Canada, ressort et c'est celui qui est le plus populaire présentement. Est-ce que les 35 millions d'électeurs vont changer d'avis? Certainement pas. Est-ce que certains vont changer d'avis? Certainement. Nous avons un taux de participation de 63 nous avons eu un taux de participation de 63 à la dernière élection. Est-ce que nous serons plus nombreux à nous rendre aux urnes? Est-ce que la gang de 18 à 59 ans, ce groupe d'âge de 18 à 59 ans, seront plus nombreux qu'à l'habitude pour se rendre aux urnes et puis choisir le parti de Pierre Poilievre, donc le Parti conservateur du Canada, où ils laisseront encore une fois la tranche d'âge, le groupe de 60 ans et plus, décider de l'issue et puis reconduire pour un 4e mandat le Parti libéral du Canada. Donc, nous aurions un gouvernement mondialiste au Canada, un gouvernement de gauche mondialiste. C'est à voir.
Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une belle fin de journée.